Et si demain, la question de la pollution par les emballages n'était plus qu'un lointain souvenir, puisqu'il nous serait possible de les consommer? C'est le défi que s'est lancé l'entreprise Noteplat, qui propose aux producteurs et consommateurs des emballages comestibles pour boissons et sauces sous la forme de petites capsules à base d'extraits de plantes et d'algues naturelles. En plus de faire appel à des ressources renouvelables, ces emballages peuvent ainsi être consommés ou compostés, et ils sont idéaux pour les produits de la consommation rapide ou par exemple lors de l'organisation d'événements sportifs, autant d'exemples de secteurs ou d'activités connus pour leurs impacts environnementaux négatifs. En effet, d'après la Fondation Ellen MacArthur, environ 80% des impacts environnementaux d'un produit sont déterminés dès le stade de sa conception. Autrement dit, les flux de matière et d'énergie tout au long de son cycle de vie dépendent en majeure partie de la réflexion menée en amont sur son design. C'est la raison pour laquelle l'éco-conception est un des piliers de l'économie circulaire. Il s'agit d'une démarche préventive visant à réduire les impacts d'un bien ou d'un service sur l'environnement à chaque étape de son cycle de vie, tout en conservant sa qualité d'usage. La pratique de l'éco-conception est très liée à l'analyse de cycle de vie, outil devenu incontournable pour évaluer les impacts environnementaux d'un produit et que nous étudions plus en détail dans une autre vidéo disponible sur le lien qui s'affiche à l'écran. Vous l'aurez compris, le design d'un produit est source d'innovation en faveur de la transition écologique. D'après la déclaration du design de Montréal publiée en 2017, à l'occasion du sommet mondial sur cette question, le design est, je cite, la concrétisation d'une intention, le processus à travers lequel nous créons les environnements matériels, spatiaux, visuels et sensitifs dans un monde toujours plus transformé par les nouvelles technologies et les matériaux et toujours plus vulnérable aux effets d'un développement global effréné. Voilà la définition. Il s'agit donc de repenser nos produits, nos services, mais également nos modèles économiques, nos territoires et plus globalement notre système d'économie linéaire fondé sur le triptyque Take, Make, Waste non pérenne. D'après la Fondation Ellen MacArthur, le design est la clé pour répondre aux trois grands principes de l'économie circulaire. Tout d'abord, il s'agit de concevoir un produit en faisant en sorte d'éliminer toutes les formes de déchets et de pollution tout au long du cycle de vie. Par exemple, la plateforme e-commerce Loop propose à des grandes marques telles que Danone et les détaillants tels que Carrefour en France de vendre leurs produits dans des contenants réutilisables que les clients commandent en ligne ou achètent en magasin et qu'ils retournent à la société une fois terminés. Exactement comme le principe de la consigne, mais version grande distribution, grande consommation. En France, la plateforme est utilisable en région Île-de-France depuis mai 2019. Le deuxième grand principe est le fait de concevoir un produit tout en permettant la régénération des systèmes naturels. Les emballages comestibles à base de ressources renouvelables proposés par l'entreprise Noteplat et que je mentionnais en introduction en constituent un parfait exemple. Enfin, le troisième grand principe est de concevoir un produit de sorte à le maintenir autant que possible, ainsi que ses matériaux, en état d'utilisation. Par exemple, la marque Textile Patagonia s'engage à fabriquer les meilleurs produits, c'est-à-dire qui durent pendant des générations ou qui puissent être recyclés afin que leurs matériaux soient réutilisés. Les produits proposés par la marque répondent à trois critères en termes d'objectifs: leur fonctionnalité, leur réparabilité et surtout leur durabilité. Patagonia est particulièrement connue pour son action en faveur des questions environnementales et pour la sensibilisation qu'elle mène auprès de ses consommateurs afin de les encourager à acheter mieux et moins. Ces trois grands principes ne dictent pas les méthodes à suivre pour y parvenir, mais laissent la porte ouverte à d'innombrables stratégies et innovations. Si l'on prend par exemple le schéma sur l'économie circulaire proposé par l'EPEA, Environmental Protection Encouragement Agency, qui est spécialiste de l'approche cradle to cradle, du berceau au berceau, que nous verrons un peu plus tard dans la vidéo. On peut y observer plusieurs boucles, chacune représentant des approches complémentaires permettant d'assurer la circularité du système. Plus la boucle est proche du centre du schéma, plus l'approche est dite durable. Ainsi, la stratégie la plus valorisée ici est l'allongement de la durée de vie du produit en le designant dans cette perspective et en assurant sa maintenance et sa réparation. Puis viennent sa réutilisation, son reconditionnement, sa remise à neuf et son recyclage. L'idée est donc pour les entreprises de concevoir des produits faciles à réparer ou à refabriquer, ou de créer de nouveaux modèles commerciaux pour faciliter le partage afin de créer une nouvelle forme de valeur ajoutée pour elles-mêmes et pour leurs clients. Et si nous allions plus loin? Léonard de Vinci disait « Scrute la nature, c'est là qu'est ton futur ». C'est exactement sur cette affirmation que se fonde le biomimétisme. Il ne s'agit pas d'une nouvelle science, mais d'une nouvelle approche, d'un état d'esprit, voire d'une philosophie, qui consiste à étudier la nature sous toutes ses formes, animaux, plantes, micro-organismes ou écosystèmes, pour résoudre des problèmes d'énergie, de santé, de pollution et autres.
L'idée est ainsi de s'inspirer de la nature pour trouver de nouveaux matériaux ou procédés. Et certaines entreprises ont d'ores et déjà saisi cette opportunité pour la transition écologique. À titre d'exemple, la société Interface, précurseur sur le marché des dalles de moquette, a créé la première dalle biomimétique au monde, pensée pour imiter le caractère aléatoire de la nature. Une idée complètement contre-intuitive dans la conception de moquettes traditionnelles. Le biomimétisme recouvre et regroupe plusieurs courants de pensée. Parmi les plus connus, l'approche Cradle to Cradle, que j'évoquais tout à l'heure, développée dans les années 90 et qui défend l'idée qu'un produit fabriqué doit pouvoir, une fois recyclé, produire à nouveau le même produit. Seul un ajout d'énergie renouvelable interviendrait dans le cycle. Ainsi, on élimine la notion de déchet et il n'existe que des ressources que l'on peut réutiliser à l'infini. Autre exemple, celui de l'économie bleue, conceptualisée en 2009 par l'ancien PDG d'Ecover, Gunther Pauli. Les grands principes de cette approche sont d'utiliser les ressources localement disponibles et de se servir des déchets d'un produit comme intrant pour une autre utilisation. Prenons par exemple le marc de café. Habituellement, on n'utilise que 0,2% du café et d'énormes quantités de marc sont jetées. Or, ce marc peut servir de substrat à des champignons qui peuvent eux-mêmes servir à l'alimentation humaine. Leurs résidus, riches en acides aminés, peuvent ensuite être donnés à des animaux dont les déjections serviront à produire du biogaz, et ainsi de suite. Alors qu'en est-il des normes et réglementations sur cette question? Celles-ci convergent toutes vers un renforcement des mesures incitatives pour les entreprises. En France, la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire entend renforcer la responsabilité des producteurs, REP. Pour rappel, le principe du pollueur-payeur rend responsable le fabricant d'un produit ou son distributeur du financement de sa fin de vie. C'est ce qu'on appelle la responsabilité étendue du producteur. Ici, la loi étend le périmètre de la REP de la fin de vie à la conception du produit. Les fabricants concevant leurs produits de manière écologique bénéficient d'un bonus sur la contribution qu'ils versent pour la gestion de la fin de vie de leurs produits. A contrario, les fabricants n'intégrant pas l'éco-conception de leur manière de produire voient cette contribution augmenter avec un malus. Espérons que cette mesure, qui constitue un exemple parmi tant d'autres, amène les entreprises à redoubler d'imagination dans la conception de leur offre.